Bienvenue sur la chaîne du Wellbeing Museum, la chaîne du mieux-être et du bonheur, qui appartient maintenant à un espace plus grand qui est The Happy Rise, un site où vous allez pouvoir élever votre niveau de bonheur. Et à cette occasion, je voulais vous parler aussi d'un jeu qu'on a réalisé avec Eddie et Sadi pour animer donc des formations en entreprise à partir d'un jeu des 7 familles, les 7 familles du bonheur, où chacun pourra trouver sa place et trouver son meilleur équilibre entre l'espace personnel et l'espace professionnel. Toutes les informations que vous retrouverez sur notre site. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Virginie Le Chevalier. Donc, pour reprendre l'historique, on s'est connus donc à un stage de breathwork qui a été organisé par Julien Mussy et dont la personne qui animait cette formation était donc Dan Brûlé, qui est un éminent américain très spécialiste du breathwork. Et on a eu la joie de se rencontrer, de dialoguer, et puis tout de suite, ça a matché pour pouvoir réaliser cette interview. Et bienvenue à Paris parce que tu viens du Sud. Exactement, j'amène le soleil à Paris. Absolument. Donc là, tu es en transition en plus pour un voyage dont tu nous parleras peut-être tout à l'heure. Et donc tu es une coach voyageuse. C'est comme ça que j'ai vu que tu dénommais ton travail en tout cas. Et puis tu animes, tu aides les personnes à la libération émotionnelle, à la reconnexion donc à l'inconscient. Tu aimes réaliser des interviews, on en a parlé également, donc c'est un milieu que tu connais et que tu apprécies. Et tu es également aussi à l'initiative donc The Happy Vibe Academy. Exactement. Alors il y a plein de mots qui nous relient, qui nous réunissent. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette Happy Vibe Academy et pourquoi tu l'as mis en place et pourquoi cette idée? Déjà, merci Hugues de m'accueillir. C'est vraiment un plaisir après cette belle rencontre, effectivement. l'Happy Vibes Academy, pourquoi j'ai voulu la créer? Parce que j'aime donner des happy vibes aux gens. Malheureusement, on est dans une société qui va plutôt mal. Il y a de plus en plus de gens qui vont pas bien. On vit tous des drames, on vit tous des choses compliquées. On a envie de changer de vie par moment. Et j'avais envie d'amener un peu de gaieté, de légèreté dans tout ça, tout en allant en profondeur et de voir avec mes clients pourquoi ils vivaient tout ça et surtout qu'est-ce qu'il y avait derrière ça et comment ils pouvaient se sentir mieux en traversant toutes ces épreuves, tous ces changements. Et puis, je trouve que de réunir, moi j'adore ça, réunir les gens, de fédérer autour des mêmes valeurs qui va être l'amour, la paix, la joie. Donc voilà pourquoi j'ai voulu créer ça. C'était pas du tout prévu, mais en tous les cas ça a fait sens. C'était une évidence. Je ne sais pas encore exactement tout ce qu'il va y avoir dedans. Mais en tous les cas, j'ai plein de projets, plein d'élan, donc on verra où l'aventure va me mener. En tous les cas, pour l'instant, voilà. Elle me mène à toi, donc c'est génial. Et puis on verra un petit peu, mais j'ai vraiment envie d'accompagner. Pour l'instant, j'accompagne en individuel mes clients. J'ai envie de faire du groupe parce que je crois fortement à la puissance du groupe et à l'énergie qui peut se dégager d'un groupe, parce que la problématique de quelqu'un qui va être exposé va parler à beaucoup. On l'a vu en stage de breathwork. Je le vois régulièrement, j'anime des constellations familiales et je vois ça, la puissance. Donc voilà, Happy Vibes Academy, c'est un petit peu tout ça. C'est de la thérapie, du coaching, de la bonne humeur, de la profondeur. C'est un petit peu tout ça. Mais ce n'est pas ton métier de base. Donc, qu'est-ce qui t'a fait qu'à un moment, tu t'es senti appelé par de nouvelles vibrations qui t'ont amené au métier d'aujourd'hui? Quel métier tu exerçais avant? Alors, ça n'avait rien à voir puisque j'étais agent immobilier que j'ai fait pendant 20 ans. Alors, rien à voir, oui et non, parce qu'il y a quand même l'accompagnement des clients. Et ça, c'est quelque chose qui est inscrit en moi. J'adore
être au contact de mes clients, pouvoir les aider. Et puis, c'est un parcours de vie. J'ai perdu ma mère, mon père, ma belle-sœur. Donc des drames, des deuils difficiles à encaisser. Et puis j'ai fait la forte, j'ai encaissé ça pendant des années en me disant bon ça va aller. Je suis plutôt d'un tempérament résiliente, donc je me suis dit voilà, à faire la forte. Et puis un jour je me suis dit bon là je suis quand même fatiguée, j'en ai un petit peu marre. Puis surtout mon corps me le disait, puisque de toute façon on sait que le corps est un fabuleux messager, et donc je l'ai écouté. J'ai commencé à consulter pour un mal de dos, et puis au final ça m'a amené tout un parcours avec différents thérapeutes. Ça a commencé par la kinésiologie. Après, j'ai fait vraiment beaucoup de choses. Et donc, c'est voilà ce parcours qui m'a amené à un mieux-être, à vraiment être en paix avec tout ça. Et puis, encore mieux, à réaliser qu'en fait, je voulais autre chose dans ma vie, faire en fait me réaliser et faire des choses que j'avais envie, même si l'immobilier était vraiment une passion. Mais j'avais envie d'autre chose. Donc, j'ai franchi le pas. J'ai arrêté, surtout que j'étais salariée. Donc, c'était pas évident de switcher de salarié à entrepreneur. Mais c'était une évidence. Donc, même s'il y a des doutes, même s'il y a des peurs, j'ai développé une foi, on va dire, pour la vie, grâce à tout ça, qui fait que j'ai envie de réaliser beaucoup de choses, avec plein de projets. Donc voilà un petit peu mon parcours. Donc j'ai laissé la vie faire, et puis je me suis formée, bien évidemment, en thérapie, en coaching. Je travaille beaucoup sur l'inconscient collectif, sur l'inconscient individuel, l'inconscient familial, puisque comme c'est 95% de notre cerveau, ça laisse matière à beaucoup de choses à aller explorer. Voilà, donc je travaille sur l'accueil émotionnel également. Je pars du principe que je transmets tout ce qui m'a fait du bien, tout ce qui a fait sens, tout ce qui a permis de débloquer des choses. Puisque je l'ai intégré, je l'ai connu, je l'ai vécu, je sais que ça fonctionne. Donc voilà, j'ai pris ce qui faisait sens pour moi pour le transmettre à mes clients. Et qu'est-ce qui a fait que tu as été quand même avec cette gratitude de pouvoir explorer des nouveaux chemins, et qui a fait que tu as voulu le transmettre à d'autres personnes, en fait? Quel était le déclic? On va dire, c'est une intuition. Je suis beaucoup mes intuitions, et j'essaie de la développer de plus en plus. Et on va dire que je me suis pas posé de questions. Ça s'est fait naturellement. Et j'ai toujours eu quand même cette envie de transmettre, même dans l'immobilier, à travers une équipe, ça s'est pas fait. Et puis finalement, c'était parce qu'il y avait autre chose derrière. Mais j'aime tellement la rencontre, le partage. Je crois que c'est ça en fait qui m'anime, c'est de pouvoir transmettre et aider en fait. Même si j'ai pas le pouvoir, je peux aider à mon niveau. Et après, c'est aussi redonner l'autonomie. Et la responsabilité aux personnes, à mes clients. Donc on va dire ça s'est fait tout naturellement, sans réfléchir. Et je crois que c'est la plus belle des choses en fait, quand on réfléchit pas et que ça paraît normal en fait, c'est naturel. Il y a une phrase pour rebondir là-dessus que j'ai noté que tu utilises beaucoup, c'est « tout est juste ». Oui. Alors, est-ce que tu peux l'expliquer, cette phrase-là, pour rebondir sur le côté naturel, ça s'est fait naturellement? Et merci pour cette question, parce que c'est vrai que je conçois que quand on traverse quelque chose de difficile, par exemple, quelqu'un qui est en train de perdre un enfant, qui vient de perdre un enfant, lui dire tout est juste, c'est pas possible. Et c'est très dur. Comme je dis, la vie est juste, c'est que il nous arrive des choses dans la vie, oui, difficiles, mais je sais, j'ai la conviction en tout cas, et c'est que ma croyance. Après, on est libre de pas la prendre ou pas. Que s'il nous arrive quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose derrière, et que il y a un message là-dedans. C'est pas forcément de l'écouter de suite, c'est d'abord d'accueillir son émotion. Et oui, on est triste, on est en colère, il y a plein d'émotions qui se mêlent. Et avant de voir que la vie est juste, c'est d'abord d'accueillir. Et moi, tant que je l'avais pas accueilli, ça, je n'avais pas ce discours que la vie est juste. Parce que non, tu perds un enfant, tu perds tes parents, tu perds quelqu'un de proche, on te fait du mal, il y a quoi de juste là-dedans? Donc je comprends tout à fait que ce soit difficile à entendre. Mais pour moi, si ça nous arrive, c'est que derrière, il y a autre chose. Et d'ailleurs, on le voit souvent, les personnes qui vivent quelque chose de dramatique, derrière, ressortent avec quelque chose, créent quelque chose. Des gens qui ont perdu des enfants créent des associations pour aider d'autres parents. Il y a plein de beaux projets derrière. Et finalement, s'ils n'avaient pas vécu ça, ils n'auraient pas créé tout ça. Donc c'est dans ce sens-là que je dis que la vie est juste. Pour moi, la vie n'est que amour, c'est amour ou peur, et que la vie nous veut beaucoup d'amour, et que parfois l'amour c'est pas que des belles choses, et que on a besoin de traverser certaines situations pour s'amener nous beaucoup d'amour et amener beaucoup d'amour aux autres. Donc voilà, c'est dans ce sens-là que la vie est juste, et que si on regarde, on prend le temps
déjà d'accueillir, ça peut prendre plusieurs années pour certaines personnes. Derrière, on peut faire un pas de côté, laisser ses émotions parce qu'on les a traversées et se dire ok, qu'est-ce que je peux en faire? Mais ça, on peut faire ce constat-là a posteriori, en fait, en reliant les points et en comprenant les choses. Pourquoi c'est arrivé, en fait. Exactement. Mais quand on est en plein dedans, en fait, comment garder cet espoir de dire que la vie, elle est la plus forte et que il y a une lumière au bout. Je pense que c'est une foi. Alors la foi, on peut l'avoir pour tout. Après, chacun a sa foi. Moi, c'est la foi en la vie, et je pense que cette foi, on l'acquiert au fur et à mesure. Alors c'est sûr qu'on part pas tous du même. Voilà, il y a aussi une inscription dans les gènes, même si avec l'épigénétique, on a prouvé que les gènes peuvent se changer, mais il y a l'inconscient familial, etc. Donc, on part pas tous avec le même bagage, on va dire, mais je pense que ça s'acquiert en fait au fur et à mesure, et ça s'acquiert aussi avec l'environnement, parce que si on s'entoure de personnes qui n'y croient pas et qui sont plutôt dans le négatif, à voir toujours le verre à moitié vide, bah ça va être plus compliqué. Donc, moi, j'ai de la chance de pouvoir m'entourer de personnes comme ça. C'est un choix aussi que j'ai fait. Donc voilà, c'est un chemin, et je conçois tout à fait que ça peut être très très dur, et la seule chose que j'ai envie de dire aux gens qui traversent justement des épreuves et qui ne voient pas que la vie peut être juste et qu'elle est belle malgré ça, c'est d'accueillir. Et oui, en ce moment c'est compliqué, c'est dur, et il n'y a pas le choix de toute façon, donc traversons-le. Quand on parle d'ailleurs de gestion des émotions, moi j'aime pas trop la gestion des émotions, je préfère l'accueil de l'émotion, traverser l'émotion au lieu de vouloir la gérer, parce que de toute façon elle est là. Et après, on peut effectivement se poser et se dire bon bah qu'est-ce que j'en fais? Il y a deux choix. Soit on sombre et puis mais encore une fois, c'est parce que la personne n'a pas les ressources, et bon bah c'est son chemin, c'est ce qu'elle doit traverser de toute façon, et on peut être là pour la soutenir, l'accueillir, mais seule la personne pourra faire son chemin de toute façon et arriver à cet état, et puis à d'être curieux aussi. Je trouve qu'il y a rien de plus beau d'être curieux. Le stage de breathwork, je connaissais absolument pas, ça a été une évidence, j'y suis allée, ça a été challengeant, inconfortable, mais donc il faut pas hésiter pour moi à expérimenter, à discuter avec les gens, à lire des bouquins, et au fur et à mesure, bah, c'est des rencontres, des personnes qui vont amener cette foi, et puis après, j'ai envie de dire, c'est inébranlable, quoi. Je pense que toi c'est pareil, c'est à cette foi-là que la vie est belle, et que elle peut être par moments difficile, effectivement. C'est pas nier. Voilà, je suis pas là en train de nier que tout va bien, le monde des bisounours. Non, il y a des choses dramatiques en France qui se passent et dans le monde. Sur quoi je garde mon énergie? Bah, je préfère me concentrer sur des choses positives, parce qu'il y a plein de belles choses, plein de projets, plein de choses. Il y a même des jeunes qui créent je vois même sur les réseaux, des chaînes, des médias qui sont super positifs et qui encouragent justement dans ce sens-là. Voilà, si j'ai un conseil à donner aux gens qui n'y croient pas, et bah, c'est peut-être de changer aussi ses croyances, parce que ça vient beaucoup des croyances et qui viennent de ce qu'on a appris quand on était petit aussi, mais c'est possible. C'est inconfortable, ça c'est évident, mais en tous les cas, voilà, juste garder dans le coin de sa tête que c'est possible, et puis que ça arrivera au moment où ça doit arriver. Pas forcer les choses aussi, parce que de toute façon, peut-être une rencontre, une parole, un livre qui va être lu va changer, il va y avoir un déclic. Donc ce que j'entends en fait pour passer ces périodes délicates, c'est d'abord les expérimenter, parce qu'au bout de plusieurs, on peut facilement s'en sortir. C'est de bien s'entourer, et c'est la curiosité aussi de toujours rester à l'affût au lieu de se conforter dans un assombrissement en fait, c'est ça. Et puis de ces émotions-là, de les accueillir, c'est-à-dire de laisser passer l'émotion. Oui, de se laisser traverser par l'émotion. Et c'est pas évident, parce qu'on n'a pas appris à ça. On est dans une société où il faut pas pleurer, la colère c'est pas bien, il faut pas avoir peur, mais en fait, on est juste des êtres humains, et elle est là. Donc, et plus on va la réfréner, mais c'est comme tout. Plus on va aller contre quelque chose, et plus en fait on va le garder en nous, et un jour on va exploser. C'est vrai que dans ma croyance, en tous les cas, l'accueil émotionnel, ça commence par là en fait. Et d'ailleurs tout ce qu'on fait, tout ce qu'on ne fait pas, c'est souvent dû au fait qu'on n'a pas accueilli une émotion quand on était enfant, parce qu'on nous a pas laissé, parce que nos parents n'avaient pas les ressources non plus, ils savaient pas faire, parce que eux-mêmes ont été élevés d'une certaine manière et ils ne savaient pas faire, ils n'avaient pas les outils qu'on a aussi maintenant aujourd'hui. Donc maintenant, on a cette chance d'avoir plein de personnes qui sont éveillées à ça, qui savent faire, et on a toujours le moyen de trouver, voilà, même seul, en étant curieux, on tombe toujours sur quelque chose qui peut nous aider. Et l'accueil, en tous les cas, moi j'étais plutôt celle qui est forte, voilà, il faut pas pleurer, il faut pas. Et le jour où je me suis écroulée, je me suis permis de m'écrouler en me disant ok, bah là ça va pas. Clairement, je suis triste,
je suis en colère, allez, accueil. Il y a des gens qui m'ont aidé, hein, bien évidemment là-dessus, je l'ai pas fait toute seule. Et derrière, déjà, tu fais 50% du travail, de s'autoriser à ça, malgré ce que on entend, malgré la conscience collective qui dit que c'est pas bien. On le voit quand on pleure pour un film, on est là, on se cache. Si on veut pleurer, je sais pas, dans les transports, bah on se cache, on n'est pas bien. Alors qu'en fait, c'est juste chouette. Et ça permet aussi de montrer à l'autre que c'est possible. En s'autorisant nous à être vulnérables, on montre à nos enfants, on montre à notre entourage, à un inconnu, que c'est possible. Oui, il y a pas mort d'homme si d'être vulnérable en fait. Hein. C'est juste humain et puis c'est là qu'il y a un rapprochement justement et ça permet de délier la parole et puis de passer à autre chose en fait, hein, Complètement. à une autre étape. Dans ta formation, tu m'avais parlé de l'école de soi. Oui. Donc, est-ce que tu peux me dire ce que tu en as retiré, si tu as été souvent, si tu continues d'y aller, et de parler un peu de ces deux personnes qui animent cette école. Tout à fait, l'école de soi avec Eric et Orlan. Bah, ça a été un hasard. Encore une fois, là pour le coup, c'est mon compagnon qui m'y a amené, donc c'était pas du tout prévu. Et c'est à Lautrec, à côté de Toulouse. Et c'est des personnes qui pendant 25 ans ont cherché à aller mieux. Donc ils ont utilisé plein de techniques, vraiment plein de choses, des choses très ancrées, des choses beaucoup plus spirituelles. Et ils ont fait une synthèse en fait. Pareil, une fois que tu l'as expérimenté, tu sais ce qui fonctionne, tu sais ce qui t'a fait du bien. Et puis ils ont créé la méthode EDS et ça a été une révélation. École de soi. École de soi, ouais, tout à fait. Et ça a été pour moi une révélation parce que je l'ai vécu. Donc pendant un premier stage, c'était il y a maintenant plus de 1 an, 1 an et demi. Et ça a bougé en moi et j'ai découvert un espace où on pouvait déposer, où on pouvait être soi, justement, où on pouvait pleurer, on pouvait crier sans être jugé. Et je me suis dit, waouh, mais ça c'est trop bien. Donc, et c'est vraiment cet espace-là que je veux offrir du coup et que j'offre à mes clients, le non-jugement. Et il y a des phrases, c'est vrai, type, en tous les cas que j'ai entendu, des phrases clés qui m'ont fait du bien, c'est que la vie est un jeu. Joue avec la vie. Des fois tu perds, des fois tu gagnes. Avec la vie ou avec les autres? Avec la vie, non, et jouer aussi, mais pas jouer avec les sentiments, les émotions des autres. C'est jouer avec les autres, effectivement, interagir avec les autres. Mais la vie est un jeu, donc si on la voit comme un jeu, on la voit beaucoup plus légère, ouais, comme un enfant finalement. Donc redevenons ces enfants insouciants, joyeux. Par moments tristes, par moments joyeux, par moments en colère, mais très rapidement, et puis ils se laissent traverser, et puis ça dure pas longtemps. Donc c'est redonner du sens à un enfant intérieur, de la place à un enfant intérieur. Exactement. Voilà, on travaille beaucoup sur l'enfant intérieur. On va faire des récupérations de parts, des petits enfants, des petites filles, des petites filles, des petits garçons qui sont quelque part pas reconnus dans leurs émotions, dans leur tristesse, dans leur colère. Donc on s'en occupe. On va leur amener beaucoup d'amour. Et tout ça, j'ai trouvé vraiment ça très puissant. Et je me suis dit, ok, là il y a quand même quelque chose. Et puis j'ai eu envie du coup de me former déjà pour moi. Et après je me suis dit, pourquoi pas finalement maintenant que j'ai l'outil, l'utiliser avec des clients. Et c'est comme ça, en fait, que c'est parti. Et j'y suis retournée. J'y suis retournée à différents stages, en stage de physique quantique également, parce que j'ai trouvé ça passionnant de relier, en fait. Je suis quelqu'un, à la base, de très terre à terre. Et tout ça me faisait un petit peu peur. Toute cette spiritualité, je me dis waouh, parce que l'énergie, c'est pas palpable. Donc, pour quelqu'un qui est très terre à terre, j'avais besoin aussi de rationalité. Et le fait de faire un stage de physique quantique m'a beaucoup aidée. Que en fait la physique explique tout ça en termes d'énergie, qu'on n'est que énergie. Donc il y a plein de choses qui peuvent s'expliquer. Donc j'ai fait ça, j'ai fait aussi un stage pour la méthode. J'ai rencontré d'autres personnes, d'autres discussions, d'autres ouvertures. Et au fur et à mesure, j'ai enlevé ce qu'on appelle, moi j'aime bien les couches d'oignons. J'enlève au fur et à mesure des couches pour me sentir plus légère. Donc j'ai une grande gratitude par rapport à tout ce que j'ai vécu justement à cette école de soi et avec d'autres personnes aussi, parce que c'est un tout. Moi j'aime dire que c'est plusieurs rencontres, c'est pas une seule personne qui va changer ma vie. Déjà, c'est moi-même, mais voilà, différentes rencontres. Parce que le breathwork, par exemple, voilà, c'est aussi une expérience un petit peu dingue. Je pense que pour toi, ça a été aussi bien sûr, une belle expérience. Donc oui, on va dire que ça m'a été amené sur mon chemin et c'est pas pour rien. Et je sais que d'autres personnes vont arriver sur mon chemin. Mais en tous les cas, là, j'ai des outils quand même très puissants pour aller en profondeur. J'aime pas rester en surface et juste dire ok ça va aller. C'était un peu ma problématique avec le coaching traditionnel. D'ailleurs dans certaines écoles on enseigne qu'il faut pas aller dans le passé, mais je trouve ça moi aberrant parce qu'on parle dans le coaching pur et dur juste d'objectifs, alors qu'en fait des fois on a des objectifs qui ne sont pas les nôtres. On se fixe des objectifs
des fois de dingue. Et en fait, c'est pas vraiment notre essence. Moi, j'aime reconnecter mes clients à leur essence. Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Qu'est-ce qui les motive? Et pour ça, il y a besoin d'enlever tout ce qu'on a appris quand on était petit, toutes les peurs, toutes les contrats de loyauté, toutes les injonctions qui font que d'ailleurs il y a plein de gens en discutant avec les gens, on dit j'ai fait tel et tel métier, mais en fait c'était pour faire plaisir. Alors ils ont construit des choses merveilleuses et c'est génial, mais au bout d'un moment ils arrivent à ce plafond de verre en disant ok, mais est-ce que c'est vraiment ça qui m'anime? Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer toute ma vie à ça? Et toi, quand tu as fait ce travail d'immobilier, est-ce que tu as cette impression-là aussi, d'avoir fait ça pour la société ou pour une façade ou pour répondre à quelqu'un? Alors j'ai de la chance que non. En tous les cas, peut-être que inconsciemment, je l'ai pas en tous les cas vu, ça inconsciemment. Non, parce que j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui m'ont dit fais ce que tu veux. Des fois, en me sentant très seule, du coup aussi, mais ça m'a permis d'être résiliente et de dire ok, je vais tester ça. Et c'est vraiment encore une fois, c'est pour ça que je pense que c'était inscrit depuis longtemps dans mon chemin de faire confiance en la vie. Donc c'est des rencontres qui m'ont amené à ça. C'était absolument pas prévu. J'ai pas fait d'études en immobilier. J'ai fait des études en commerce, donc c'est quand même lié. Mais c'est des rencontres. Quelqu'un, à l'époque, c'était la NPE, je crois, ou c'était même les ACDIC, je sais plus. J'étais très jeune, j'avais 20 ans, et qui m'ont amené à ça. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, tiens, pourquoi pas ça? Mais c'était vraiment, alors, j'ai des parents qui avaient le sens du commerce, qui étaient commerçants, donc il y a toujours, par contre, cette chose-là d'aimer le contact. Mais bon, il y a plein de choses qu'on peut faire avec le contact humain. Donc, je pense pas, et je l'ai fait vraiment avec passion. J'ai adoré ça. Et je l'ai pas quitté parce que ça me plaisait plus. Donc ça, c'est important aussi. Et je le vois souvent dans mes clients quand ils veulent changer quelque chose. Souvent, ça part de l'énergie de la peur parce que ras-le-bol, parce qu'il y a eu un burn-out, parce qu'il y a eu des choses dans le travail qui les ont fait arrêter parce qu'ils en pouvaient plus. Et souvent, derrière, ils font quelque chose pour sortir de ça. Et souvent, c'est fait par l'énergie de la peur. C'est par défaut, en fait. Par défaut, ouais. C'est pas pour les vraies raisons. Ouais, exactement. Mais encore une fois, tout est juste, c'est qu'ils doivent traverser ça. Mais moi, j'ai envie d'aller à l'étape d'après. C'est remettre justement de la paix sur ce qui s'est passé pour pouvoir ouvrir le cœur et ouvrir un autre espace. Et ça, c'est l'espace du cœur, de l'amour. Ok, là, j'ai vraiment envie de faire ça et c'est pas parce que j'ai peur de revivre une situation, c'est pas parce que je suis pas bien et donc je fuis quelque chose. Mais voilà, après chacun, si la personne doit le vivre, c'est qu'elle doit le vivre. Mais en tous les cas, souvent, j'arrive à ce moment-là, en fait, souvent, les gens ont peut-être vécu encore autre chose. Ils veulent encore autre chose parce qu'ils veulent passer à un plan supérieur en termes de vibration. Et c'est possible. Donc tu dis que tu es quelqu'un de terre à terre aussi. Oui. Et comment tu t'es ouvert justement à ce spirituel, à cette spiritualité? Qu'est-ce qui t'a fait sentir que il y avait c'était ton chemin? J'ai envie de dire, c'est plutôt la souffrance qui m'a amené à ça, comme beaucoup. Malheureusement ou heureusement, parce que c'est souvent parce qu'on souffre trop, soit dans notre corps, soit psychologiquement, soit émotionnellement, que finalement, on va rencontrer des personnes et puis à se dire, ok, là par contre, ce que cette personne-là m'a fait vivre, oui, c'est souvent ça, c'est l'expérience que j'ai vécue, bien obligée de voir que dans mon corps, ça a bougé. Et le corps, pour moi, il trahit pas. Il y a que le corps, au-delà du mental, qui sait ce qui est bon pour nous. Donc c'est encore une fois des expériences. Ça n'a pas été une volonté de ma part. Je me suis laissée traverser par ces expériences, mais c'est une souffrance là physique pour le coup, mon dos qui me disait non, en fait qu'est-ce que tu portes, voilà, qu'est-ce que tu portes, hein, c'est la symbolique, qu'est-ce que tu portes sur tes épaules, sur ton dos, en avoir plein de dos, qui fait que ça m'a amené à ça, mais j'étais pas du tout. Moi, quand on me parlait de médiumité, de spiritualité, d'énergie, j'étais un peu dans le jugement. Pour le coup, dire qu'est-ce que c'est ces personnes, elles sont perchées, tu vois. Donc encore une fois, c'est la curiosité de dire ok, je vais quand même tester. Et puis quand tu vois que ça fonctionne, t'es obligé d'y croire. T'es obligé de voir qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe, quelque chose de plus subtil. Donc du coup, et puis maintenant, au fur et à mesure, je m'enfonce là-dedans parce que je vois bien qu'il y a des choses que je ne connais pas et ça m'intrigue. Donc du coup, je vais demander, je vais expérimenter et après je prends ce qui fait sens pour moi. Je crois pas à tout, chacun a ses croyances, mais par contre, quand j'ai des croyances, j'essaye de la remettre en cause et de me dire ok, peut-être que il y a autre chose, va voir. Puis il y a des choses effectivement que j'ai expérimentées qui n'ont pas fait sens, je les ai pas prises. C'est au fur et à mesure, je pense. J'avais pas du tout des parents spirituels, c'est pour ça que moi je suis très ancrée. J'ai un signe Taureau qui est très ancré dans la terre, mais qui m'aide aussi. Du coup, je sais que je peux expérimenter des choses, des fois partir un peu loin, mais je sais que je reviens toujours à mon ancrage. Donc tu cours vite avec le Taureau quand même. Oui. Tu vas vers pas mal d'objectifs. Oui.
Et donc, si je comprends, ta curiosité t'amène à rencontrer des gens. Oui. Par effet miroir, ça fait des mouvements en toi. Mm. Et puis, tu te poses vraiment les questions par rapport à des croyances. Oui. Et elles me conviennent pas, ça me correspond pas. Ouais. Et donc, tu vis dans le sud. Comment Oui. tu équilibres ta vie entre le travail, ce qui te ressource, qu'est-ce qui te ressource vraiment, qu'est-ce qui te motive? Ah, moi, j'aime beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui me ressourcent. J'aime le calme. J'aime la solitude. J'ai toujours aimé. J'étais fille unique déjà, donc même si j'en ai souffert entre guillemets, je voulais toujours avoir une grande sœur, un petit frère, voilà. Mais ça m'a construite aussi. Donc ce qui fait que j'aime ces moments de solitude pour me retrouver face à moi-même. J'aime la nature. J'aime l'eau. Pour moi, c'est vraiment, même si La je suis mer un ou les signe, lacs? les deux. Ouais, les deux. Même si je suis un signe de terre, j'aime la terre. Mais j'aime aussi beaucoup l'eau. Ça me régénère, j'aime me baigner, j'aime faire du bateau, j'aime plonger. Donc tout ça, ça me fait énormément de bien. Je pense que j'aurais du mal à vivre dans un endroit où il n'y a pas la mer, parce que je suis née en Bretagne aussi. Donc il y a toujours cette reliance à la mer. Donc on va dire ça, c'est un élément qui me fait du bien. La montagne aussi me fait du bien, même si je suis pas une grande skieuse, je suis pas une grande téméraire, on va dire. Moi, j'aime pas la vitesse, j'aime pas me faire peur. Bon. Mais j'aime bien m'y balader, j'aime l'air. Qu'on y respire. Voilà, donc j'aime ça, j'aime voyager, j'aime découvrir toujours des nouveaux endroits. C'est pour ça que je voyage beaucoup et que j'essaye d'allier. Et c'est pour ça aussi que je me suis inscrite dans ce chemin-là, c'est que ce que je fais, je peux le faire de n'importe où, parce que j'accompagne mes clients en visio. Donc je peux être à n'importe quel endroit et puis être en visio avec mes clients, que ce soit en collectif ou en individuel. Et puis là, à terme, j'aimerais organiser des événements, justement, des retraites un petit peu partout, pour pouvoir justement allier ce besoin de découverte et de nouvelles choses, et en même temps faire profiter mes clients, leur faire découvrir aussi ça, tout en découvrant mes ateliers, tous les outils que j'ai pour leur permettre d'être bien. Donc un partage en étant déconnecté dans la nature. Ouais. Et puis donc là tu vas partir en Inde. Oui. C'est pas la première fois que tu y vas. Alors aussi en Inde, oui. En Inde, c'est la première fois que je suis partie au Népal. Ah, au Népal. Ouais, je suis partie en Népal en début d'année. Et là, l'Inde, qui n'était pas du tout prévue, en fait, c'est vrai que cette année, j'ai beaucoup voyagé. Alors, j'avais manifesté quand même pour 2025 des voyages. Je pensais pas être aussi gâtée, du coup, par la vie. Et là, voyage en Inde, c'est arrivé sur mon chemin aussi, puisque à la base, je devais organiser une retraite au Maroc. Donc là, moi, l'organiser avec une amie. Ça s'est pas fait. Et puis, il y a deux façons, quand les choses ne se font pas alors que tu tiens. Soit tu t'écroules ou tu t'énerves et tu dis, oh là là, c'est pas cool. Ou alors tu dis, c'est comme ça. Qu'est-ce que j'en fais? C'est que derrière, justement, il y avait, il y a quelque chose, c'est que c'était pas le moment. Peut-être qu'il y aura autre chose de plus grand derrière. Et est arrivé ce voyage en Inde. Donc, la vie veut que j'y aille, visiblement, donc j'y vais. Et ça va être des belles rencontres, je pense. J'ai la chance, en plus, d'avoir une amie très proche qui vient avec moi. Et je partage aussi ce voyage avec une personne, Manu, qui m'a amenée sur ce chemin-là. Donc, ça va être, je pense, des belles rencontres, un bel enseignement que j'ai hâte de partager aussi, du coup, avec ma communauté, avec mes clients. Et je sais que, il va s'en dégager des choses. On va suivre tout ça, donc ce retour, et puis ce qui pourra être important pour toi de ce voyage. Et tu as dit, j'ai manifesté l'intention d'avoir d'avoir des voyages en 2025. Comment tu fais pour manifester? Comment tu verbalises les intentions? Alors la manifestation, j'y vais toujours à petite dose, parce on entend beaucoup de choses sur la manifestation et c'est un peu devenu à la mode. Il faut faire attention en tous les cas avec la manifestation, et j'entends beaucoup de gens qui me disent, pourtant je manifeste, je fais des rituels, des affirmations positives, des intentions, et ça fonctionne pas. Et c'est normal, parce que pour moi ça ne suffit pas. Alors encore une fois, c'est ma croyance. Pour moi, ça ne suffit pas, parce que beaucoup de personnes manifestent sous l'énergie de la peur. On en revient toujours à la même chose. Et pas l'énergie de l'amour. C'est manifester pour se sortir d'une situation où on n'est pas bien. Et ça, c'est limite. La manifestation, c'est pas non plus une manipulation de l'énergie. C'est vraiment suivre le flot de la vie. Donc, comment je fais, moi, pour manifester? Je pense que pour une bonne manifestation, c'est déjà s'enlever justement toutes les émotions qu'on n'a pas vécues, qu'on n'a pas accueillies, qui vont nous faire dysfonctionner, être en panique, avoir peur. Parce que manifester, pour moi, c'est s'ouvrir au champ des possibles. Donc par exemple, là, j'avais manifesté des voyages parce que moi, c'est vraiment ma passion, ma vie. Ça fait longtemps que je voyage et que j'aime ça. Je voyage pas pour fuir, je voyage pour rencontrer, pour découvrir. Donc c'est venu de l'énergie de l'amour. Donc j'ai posé mon intention, je parle
des fois à l'univers, je fais de la méditation. J'ai pas vraiment de rituel par rapport à d'autres personnes qui sont très spirituelles. J'allume pas de bougie, j'allume pas, mais encore une fois, chacun a sa façon de faire. Moi, c'est juste, voilà, je me pose, je fais beaucoup de méditation, j'aime ça. Voilà, je regarde et je demande à l'univers, tout simplement. Voilà, je serai en joie de le faire, mais par contre, je ne sais pas comment. Je ne sais pas où, donc je me détache complètement du résultat. Et que si ça n'arrive pas, bah ça n'arrive pas, et peut-être qu'il y aura autre chose de plus grand. Donc voilà, Tout est juste. pose, voilà, comme tout est juste, bah du coup je pose juste, voilà, j'ai envie de faire ça. Maintenant, bah on verra sous quelle forme. Et c'est ça pour moi la manifestation, c'est avoir un élan, de dire j'ai envie de ça parce que ça me met en joie. Maintenant, j'ai aucun pouvoir sur la façon dont ça va se réaliser. Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens donc heureuse dans ta vie actuelle? Est-ce que l'idée du bonheur c'est un état, une émotion? Comment tu peux définir le bonheur aujourd'hui? Je me sens heureuse, effectivement, avec des hauts et des bas, hein, bien évidemment. Ça ne veut pas dire qu'il ne m'arrive rien de challengeant, rien de grave. Et demain, je peux tomber malade, je peux perdre quelqu'un. Mais je me souhaite, en tous les cas, de garder cet état, bah, déjà d'accueillir, ne pas faire comme si tout allait bien, parce que c'est faux. Ça, voilà, il y a beaucoup aussi dans le discours du bonheur de dire bon bah tout va bien. Non, c'est d'être des fois inconfortable. C'est accueillir, justement. Accueillir, c'est avec les choses plus agréables et les choses plus désagréables, en fait. C'est dans l'intégralité. C'est pas se voiler la face sur des choses qui sont qui n'existent pourtant, qui existent, oui, mais qu'on veut réfuter. Occulter. Ouais, c'est ça. Et pour moi, le bonheur, c'est ça. C'est d'être bien dans le pas bien. C'est de dire bon bah ça fait partie de ça et je me le souhaite de pouvoir être quand même assez stable et de me dire bon bah voilà. Là, c'est là, accueil, et puis après, qu'est-ce que tu vas pouvoir en faire? Et pour moi, c'est ça le bonheur. C'est pas être tout le temps, vivre toujours des expériences positives, mais quand tu es dans cet état-là, généralement, il t'arrive quand même de très très belles choses. Donc, pour moi, c'est ça, cet état de bonheur. En fait, le bonheur, pour moi, c'est la paix. Être en paix avec ce qui est. Si tu devais définir le bonheur comme une image ou comme enfin quelque chose dans ton corps, est-ce que tu aurais quelque chose qui te vient à l'esprit? Ben, le bonheur, alors peut-être que ça va surprendre plusieurs personnes, mais pour moi, le bonheur, c'est la neutralité. C'est pas l'euphorie. C'est pour ça que c'est plus la paix intérieure. C'est un état. Ouais, le bonheur. Et du coup, de pouvoir s'émerveiller de petites choses, de petites rencontres, de petites paroles. Je discutais avec quelqu'un là dans la semaine avant de partir, qui me disait je me suis émerveillée, il y avait un merle qui chantait, et je me suis arrêtée et j'étais là. Et pour moi, c'est ça en fait le bonheur, c'est de s'émerveiller pour des choses. Mais tu peux ne le faire que quand tu es dans un état de neutralité, bien, en paix. Et du coup, quand tu vois quelque chose, peut-être pour certaines personnes insignifiant, comme un enfant qui va s'émerveiller, les enfants s'émerveiller devant un caillou ou devant quelque chose. Et pour moi, c'est ça. Ouais, l'émerveillement. Et donc, pour accéder au bonheur, il peut y avoir des obstacles intérieurs et des obstacles aussi extérieurs, mais qu'on va interpréter aussi de manière intérieure. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous parler des plus grandes croyances aussi de ces obstacles d'abord intérieurs? Ouais. Et puis ensuite, on pourra parler de ceux extérieurs. Les obstacles intérieurs, bah, c'est nos croyances. Nos croyances, nos schémas inconscients, nos contrats de loyauté. Je vais te donner un exemple, mais je le vois souvent dans mes accompagnements. Si tu as eu des parents qui n'étaient pas forcément heureux, que toi tu as perçu pas heureux, pas heureuse, il peut y avoir ce schéma inconscient, je vais pas le dépasser, je vais pas être moi heureux parce que ça va venir inconsciemment renforcer une culpabilité. Bah oui, mais si je suis heureux, du coup elle va pas être heureuse et alors qu'en fait au contraire, la vie des parents, même si oui il y a eu des parents dysfonctionnels, mais moi je suis persuadée que derrière tous les dysfonctionnalités il y a de l'amour. Et la personne veut que son enfant soit heureux. Donc voilà, il y a des contrats de loyauté, il y a tout ce qu'on entend. Tout n'est pas la faute des parents non plus. Non. Donc comment on dépasse ça, comment on rompt en fait cette loyauté de cette envie de suivre un schéma qui est très futile en fait. Oui, tout à fait, qui est très futile mais très ancré. Donc c'est une fois qu'on l'a dépassé, on se dit oh bah c'était que ça. Mais comment on fait pour le dépasser? Eh ben, il y a des outils, dont moi les outils de l'école de soi que j'utilise pour libérer ça. On fait ce qu'on appelle des clarifications de relations, même avec des personnes qui sont décédées. On coupe les liens. En fait, on coupe les liens. C'est énergétique, bien évidemment. Mais comme on sait qu'on n'est que 99% d'énergie dans notre corps, bah, on coupe ces liens. Donc, je sais qu'il y a plein d'outils. Il y a plein de personnes qui utilisent. Mais en tous les cas, moi, c'est les outils de l'école de soi que j'utilise. Donc, on va faire des clarifications de relations, des traumas
aussi, parce qu'en fait, un trauma, c'est une émotion juste qui s'est cristallisée à un certain moment d'une expérience. Et le fait de remettre en mouvement tout ça redonne de la clarté, de la légèreté, moi, à mes clients. Et puis, derrière, ils s'autorisent enfin parce qu'ils ont pris conscience que c'était juste un jeu, entre guillemets, c'était une dynamique qui se jouait. Ça peut aussi aller plus loin avec le transgénérationnel aussi. Je me suis formée au transgénérationnel pour couper ces liens, en fait. Donc ça se coupe, c'est pas une fatalité et ça peut être très rapide. Ça peut prendre aussi plus de temps. Après, chacun son rythme, mais en tous les cas, en utilisant des outils puissants, et beaucoup de gens sont formés à ça. C'est possible. Donc tu veux dire que tu vas aller revisiter ces traumas? Alors, on va revisiter l'émotion, parce que ça peut être inconfortable d'aller revisiter, par exemple, un viol. Mais on va aller revisiter l'émotion que ça a engendré. Parce qu'en fait, ce qui fait souffrir, c'est l'émotion et les croyances que l'émotion ont engendré. C'est pas tant le trauma, même le plus affreux qui se soit passé. Bien sûr que c'est très très dur. On se rend compte, quand on étudie tout ça, que c'est ce que le corps a engrammé qui nous fait dysfonctionner, en fait. Et les croyances, donc le mental, qui a étiqueté des choses dessus. Donc effectivement, on va revivre ça oui, je fais aussi des constellations familiales. Donc on voit les dynamiques qui se jouent et on coupe aussi, parce qu'on a des phrases qu'on donne à l'inconscient pour couper ces liens. Et c'est fabuleux parce que je le vois très très régulièrement dans mes accompagnements. Même quelqu'un qui me dit non mais moi avec mon père, ma mère, tout va bien. Ok, tout va bien. On fait j'ai mes protocoles. Et je le vois directement quand donc mes clients sont en état de conscience modifié. C'est pas de l'hypnose, c'est vraiment un état de conscience modifié parce que moi j'aime que mes clients soient conscients et qu'eux-mêmes prennent conscience des choses. Et j'adore ça en séance quand mes clients disent je viens de réaliser quelque chose. Et ça, il y a rien de plus beau pour moi. Et donc je les mets face. La fulgurance. Ah ouais. C'est génial. Et du coup quand ils sont face à papa, maman, dans un état de conscience modifié, on le voit au corps. Le corps, il trahit pas, il y a une émotion, il y a quelque chose qui se passe, et là, on peut commencer à les travailler. Alors, Virginie, tu as parlé des loyautés, et puis tu as dit aussi, tu as beaucoup employé le mot peur, comme si beaucoup de gens avaient des peurs. Et est-ce qu'on peut être à la fois dans l'amour et dans la peur? Comment gérer tout ça quand on a ces croyances intérieures, en fait, de peur? Alors, on peut être dans les deux. Mais généralement, s'il y a de la peur, c'est que derrière, il n'y a pas l'amour de ce qu'on a envie de faire. La peur, elle est naturelle. Donc c'est pour ça qu'on peut être dans les deux. On peut avoir beaucoup d'amour pour faire quelque chose, mais d'avoir une peur. Et heureusement qu'elles sont là parce que les peurs, elles nous sauvent la vie aussi. Ça nous évite de sauter du 5e étage, et de se tuer. La peur, elle est humaine, mais il faut réussir à la dépasser. Et justement, c'est en faisant tout ce travail-là, parce que souvent nos peurs sont inconscientes. Donc on s'en rend même pas compte. Alors des fois on dit mais je sais pas pourquoi j'ai peur. Beaucoup de gens disent je sais pas pourquoi j'ai peur, c'est comme ça. Moi je vais te donner mon exemple parce que c'est un exemple assez probant. C'est que j'avais très peur de la maladie, très très peur, mais c'était vraiment dans mon corps, c'était engrammé. Donc je suis restée 20 ans salariée dans l'immobilier et on m'a toujours dit mais pourquoi tu te mets pas à Genco en tant qu'indépendant parce que tu gagnerais mieux, tu serais beaucoup plus libre. Et moi j'avais cette peur inconsciente de la maladie. C'était vraiment puis c'était irrationnel. Personne si tu tombes malade, au moins tu as le salariat. Exactement. Financièrement, comment je fais? D'accord. Là, j'ai le salariat, ça me sécurise. Et les gens autour de moi ne comprenaient pas. Mon compagnon me disait, mais je comprends pas. Et moi, c'était... Et donc, je ne suis pas passée au-delà de cette peur. Et en fait, c'est un accompagnement qui m'a permis de me rendre compte que, en fait, les maladies étaient inscrites dans mon corps, parce que j'ai perdu ma mère d'une maladie, mais aussi grand-mère, arrière-grand-mère. Donc, je portais le poids de la peur de la maladie. Et puis en une séance, la personne m'a débloqué ça. Et 1 mois après, j'ai arrêté l'immobilier et en plus, je me mettais à mon compte. Donc on peut la dépasser. Quand on sent que c'est vraiment, on ne sait pas pourquoi, faisons-nous aider et puis allons voir qu'est-ce qui se joue derrière ça. Et souvent, derrière la peur, il y a une croyance aussi. D'où l'intérêt de remettre en cause ces croyances. Et en parlant de croyances, quelles sont ce que tu as vu comme les plus grandes croyances limitantes qui empêchent d'accéder au bonheur? Que le bonheur n'existe pas. Déjà, dans certaines familles, c'est mal vu d'être heureux, d'être bien. Donc ça, c'est quand même très inscrit. Si tu le regardes dans la conscience collective, les gens qui vont bien font peur un petit peu. C'est-à-dire que par moments, ils sont jalousés, critiqués, etc. Parce que les personnes qui font ça ont juste peur d'être heureux. Et quand on n'est pas bien, on reçoit beaucoup plus d'amour, on reçoit plus d'attention. Oh, le pauvre, la pauvre.
et les gens vont plus facilement. Donc, il y a beaucoup cette croyance-là quand même que il faut souffrir. Il faut souffrir pour être beau. Ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on entend. Bah, il faut souffrir pour être belle, pour être beau. Il faut travailler dur pour accéder à l'abondance. Il faut, voilà. Et pour moi, bah, tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux. C'est des croyances qui viennent de bien plus loin. Et remettons-les en cause, en fait. Parce que tout le monde, pour moi, dans ma croyance, tout le monde a le droit au bonheur. Donc, toujours en parlant de ces blocages intérieurs, comment on fait pour savoir quel est le blocage? Parce que il peut y avoir des blocages inconscients, en fait, vraiment. Donc, Ouais. Pour moi, c'est l'aide extérieure. Il n'y a rien de plus beau que de se faire aider et que quelqu'un nous tende un miroir, nous pose des questions qu'on ne s'est jamais posées, parce qu'on est les plus mauvais pour se connaître, hein, parce que justement, il y a des peurs inconscientes, la peur de l'ego, du mental, qui dit non, je vais pas y aller parce que c'est la peur de l'inconnu. C'est la plus grande peur, c'est la peur de l'inconnu. Donc forcément, on va nous tout seul se maintenir dans notre zone de confort parce que ça fait trop peur. Tout le système nerveux, il est en ébullition. Donc du coup, quelqu'un qui va pendant 1 heure, 2 heures se poser avec toi, poser les questions. Ok, qu'est-ce qui te fait peur? Et on va aller investiguer comme ça jusqu'à la croyance racine et après libérer. Donc, pour moi, c'est l'aide de quelqu'un, même si après, on peut retrouver son autonomie. Et une fois qu'on a les outils, une fois qu'on sait faire, il y a des outils, il y a des exercices comme ça pour remettre en cause tout ça. Mais au début, seul, c'est compliqué. et pour parler des blocages extérieurs, est-ce que notre société actuelle, elle nous aide pour ce bonheur-là, ou elle nous parle plutôt d'un malheur à entretenir parce que c'est l'inconnu, on le maîtrise pas? Pour moi, concrètement, la société nous maintient dans un état de malheur. Il y a qu'à voir les médias, quand tu allumes la télé, quand tu allumes la radio, on entend. D'où notre interview. Exactement, et merci. De donner plus d'énergie positive aux personnes. Je trouve ça génial qu'il y ait justement des initiatives comme toi qui ouvrent des médias sur le bonheur, sur l'amour, sur la joie, parce que c'est la vie aussi. Et je pense que c'est la vie principalement. Ben oui, c'est ça. Mais voilà, pour les gens qui sont dans la souffrance, c'est de leur dire il y a autre chose. Pour les gens qui sont dans le bonheur, c'est ça la vie en fait. C'est l'amour. Pour moi, la vie est amour. Donc diffusons le message, faisons ça. Et c'est important justement pour moi dans les habitudes des personnes. Moi avant, j'étais quelqu'un, la télé était tout le temps allumée, mais c'est très anxiogène. Il y a des choses très belles à la télé, il y a des reportages, et même des films, des émissions très intéressantes. Et qu'est-ce que tu penses donc des réseaux sociaux où tout le monde semble heureux? Oui, alors c'est ça. C'est que il y a un peu alors tout le monde semble heureux en façade. Alors c'est génial parce que ça donne un message d'espoir, etc. Mais ça amène aussi beaucoup de culpabilité chez les personnes. Donc j'ai envie de dire soyons prudents parce que beaucoup de gens partagent leur vie, etc. Mais c'est que du fake et derrière c'est des gens très très malheureux au final. Donc il faut réussir à faire la part des choses et j'ai envie de dire regardons ce qui fait sens pour nous. Mais en tous les cas la chose positive c'est qu'il y a beaucoup de gens sincères comme toi qui partagent juste sur le bonheur, qui ouvrent le champ des consciences, qui partagent des outils, des personnes. Et après, pareil, les gens prennent ce qu'ils ont envie. Mais en tous les cas, c'est chouette. Donc moi, j'aime en tous les cas ces initiatives. En tous les cas, par exemple, moi sur Instagram, parce que je suis présente beaucoup sur Insta, c'est mon canal de communication principal. Je ne m'abonne que à des comptes positifs qui diffusent de l'amour. Et ça ne veut pas dire, encore une fois, que j'occulte tout ce qui se passe dans le monde. Bien évidemment, il y a des guerres, il y a de la famine, il y a des gens qui souffrent en France, dans le monde entier. Et j'ai beaucoup de compassion, c'est triste tout ce qui se passe. Mais à mon niveau, je ne peux pas y faire grand-chose, malheureusement. Donc, sauf à aller, je pense que j'irai un jour en humanitaire faire une mission pour pouvoir aider. Mais à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire? C'est amener plus d'amour, moins de jugement, de la joie. Donc voilà, un peu comme le colibri, à ma façon, j'amène ma petite goutte et c'est déjà énorme. Et dans le collectif, est-ce qu'il y a des messages qui t'insupportent vraiment, qui te disent ça va à l'encontre de moi ce que je véhicule comme idée d'amour et d'ouverture? Alors qui m'insupporte, j'ai maintenant plus de mal à avoir des choses qui m'insupportent parce que j'arrive à avoir cette compréhension de qu'est-ce qui se joue derrière et ce que vivent les personnes qui crée ce sentiment d'insécurité, de violence, de souffrance, voilà. L'incitation, voilà, à la haine, tout ça, pour moi, c'est compliqué. Mais encore une fois, c'est que c'est juste et qu'il y a des personnes qui ont besoin de traverser ça aussi pour derrière peut-être accéder à autre chose. Donc, m'insupporter, non, mais par contre, j'y prends pas, je vais pas m'attarder dessus. Je sens une grande tolérance quand même. Voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai que j'ai cette capacité-là à être tolérante parce que je sais ce qui se joue dans l'inconscient de la personne. Et même quelque chose de dramatique qui s'est joué, quelqu'un qui a fait énormément de mal, j'arrive à voir
un petit garçon, une petite fille qui est juste en souffrance, en fait, tout simplement. Il y a beaucoup d'excuses aussi de personnes qui disent mais j'ai pas le temps de m'occuper de tout ça. Qu'est-ce que tu as comme réponse toi pour ces personnes? Pour moi, on a tous le temps, mais ça dépend où on veut mettre son énergie. Et moi, la première, combien de fois j'ai dit mais j'ai pas le temps de ça. C'est juste que ça ne correspond pas à mes valeurs à moi. Et chacun a ses valeurs. Donc quelqu'un qui me dit j'ai pas le temps, je dis non, tu ne prends pas le temps. Et c'est pas un reproche. C'est juste que t'en as pas envie, c'est tout. Au lieu de se mentir à soi-même, inconsciemment on le dit, puis c'est une phrase qu'on dit très très vite. Oh, j'ai pas le temps. Bizarrement, on trouve le temps pour les choses qui font sens pour nous. Donc juste soyons honnêtes avec nous et reconnaissons les valeurs qui font sens pour nous, et qui sont peut-être pas les valeurs de papa, de maman, de la famille, des amis, et c'est ça qui est inconfortable. Oui, c'est de ne pas être copie-collé de sa famille. Exactement. Mais tu parlais tout à l'heure de rencontres ou d'entourage bénéfique pour soi. On a quand même aussi le monde extérieur pour trouver les personnes qui nous correspondent. Donc, exactement. La preuve. Voilà. Parce que voilà, on s'est rencontrés, donc et qu'on partage les mêmes valeurs et on se connaissait pas, on est à l'autre bout de la France. Absolument. Donc quand j'allais dire quand on veut, on peut. En prenant conscience que pour pas culpabiliser, voilà, moi j'aime pas, je trouve que la culpabilité c'est un poison dans notre corps. Cette phrase-là, elle est culpabilisante souvent. Quand on veut, on peut. J'aime bien dire quand on peut, on veut, parce que on s'est défait de toutes nos croyances, de tous nos schémas inconscients. Les deux phrases ont un sens pour moi, mais en mettant de la conscience dessus. Que des fois, on voit bien d'ailleurs dans la vie que des fois on a envie et puis qu'on n'y arrive pas. Donc moi, je suis plutôt d'aller sur ce chemin-là. Pourquoi on n'y arrive pas? Donc tu as été en entreprise, tu as travaillé en entreprise, et quelle est la place pour toi dans le monde de l'entreprise d'aujourd'hui de l'intelligence émotionnelle? C'est capital, c'est capital. Je sais que tu travailles là-dessus dans les entreprises pour éveiller à tout ça. Comme pour moi, l'émotion, c'est la base de tout. Je trouve génial qu'il y ait des personnes qui ont cette initiative comme toi d'aller dans les entreprises, dans le monde, parce que encore une fois, ça c'est dans la conscience collective. Les émotions, c'est mal. On va pas en entreprise montrer sa vulnérabilité, pleurer, comment ça. Les gens s'énervent très facilement, ça en entreprise, on le voit. Mais mettons de la conscience justement là-dessus, parce que en plus souvent, par exemple, on parle de burn-out. Ça part souvent du travail. Mais au final, pour moi, en tous les cas, ce burn-out, il vient de l'accueil émotionnel, des émotions qui n'ont pas été accueillies pendant X années. Donc, je trouve génial que dans le travail, des personnes aient accès à ça, parce que peut-être qu'ils ne font pas le chemin personnel pour eux, parce qu'ils n'osent pas, parce que c'est inconfortable, et que finalement, à travers leur société, leur entreprise, ils vont être amenés à avoir conscience que les émotions, ça fait tout en fait. Oui, bien sûr, c'est s'autoriser à une pause pour pouvoir aller plus en avant et aller vers une abondance et une performance en fait. Exactement. Qui est beaucoup plus grande. Il y a également on parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Ouais. Donc toi, est-ce que aussi tu l'utilises? Et dans l'entreprise, comment on peut que cela peut se compléter, l'intelligence artificielle et l'intelligence émotionnelle? Oui, je l'utilise. À l'heure d'aujourd'hui, quand tu es entrepreneur, quand tu es sur les réseaux, tu peux pas ne pas l'utiliser, c'est pas possible, ça te fait gagner un temps fou. Moi, je sais que voilà, je suis plutôt en plus alors ça c'est la croyance que j'avais d'être feignante, c'est juste que je cherche le bon moyen de gagner du temps, de faire ce que j'ai envie le plus facilement possible. En fait, c'est me faciliter la vie. Par contre, je la nourris beaucoup et je lui parle beaucoup de moi, elle connaît tous mes états d'âme, etc. Je dépose justement pour que lui donner quand même cette forme-là et ce soit finalement humain derrière l'IA. Donc du coup, tu considères ça comme un ami? Alors c'est un ami, non, peut-être pas, mais en tous les cas, je lui fais confiance et je dépose ce que je ressens. Après, il peut y avoir de l'interaction selon comment elle est nourrie, bien évidemment. Par exemple, pour certaines croyances, on peut utiliser l'IA pour retourner une croyance. Ça, c'est possible. Il y a des très bons prompts pour ça, si on n'y arrive pas tout seul, par exemple. Donc c'est pour ça que quand j'y être curieux, si on commence à s'intéresser à tout ça, il y a plein de façons de s'ouvrir. Après, il faut avoir juste la conscience que ça reste une IA. Mais moi, je suis convaincue que les prochaines années, l'IA va encore se décupler. Ça remplacera pas, je pense, l'accueil émotionnel parce que c'est le corps. L'émotion, c'est un ressenti corporel. Et ça, l'IA peut pas le remplacer. En tout cas, pour l'instant, peut-être que dans 50 ans, ou peut-être moins, ils y arriveront. Mais pour moi, l'individu, le corps, l'âme, l'esprit, c'est humain, quoi. Donc, mais en tous les cas, voilà, je l'utilise avec de la conscience, en fait, et que ça ne fait pas tout. Donc, ça peut aider pour décortiquer les choses oui. et pour le mental, oui, en fait. C'est ça. Mais pas pour les émotions. Ouais. Alors, ça m'est déjà arrivé, si je suis très honnête, derrière une question ou
parce que je l'entraîne cette IA par rapport à mon métier, et il m'a déjà beaucoup challengé, et ça m'est déjà arrivé de pleurer, de me dire waouh, ça je l'avais pas vu. Il y a beaucoup de gens qui vont dire ah, l'IA c'est nul, il y a plus d'humain. Ça fait partie. Encore une fois, ça c'est l'acceptation. Dans le bonheur, c'est là. Donc comment je peux l'utiliser pour que je la mette à mon service en fait et que ça m'aide. Et donc on parlait des croyances tout à l'heure. Et pour un dirigeant, comment il peut s'ouvrir aussi et le mettre dans son entreprise cette intelligence émotionnelle au service de son entreprise? Je pense que c'est déjà par sa propre ouverture à lui, parce que clairement un dirigeant qui n'est pas du tout sensibilisé à ça, ça va être compliqué parce que on va lui parler en chinois quoi, clairement. Donc mais je trouve ça bien parce qu'il y a de plus en plus justement de patrons, d'entrepreneurs qui s'ouvrent à tout ça. Mais pourquoi? Parce que eux-mêmes ont constaté qu'ils peuvent pas, ça peut pas durer dans le temps. D'être dans le no pain no gain un petit peu comme ça, allez on y va, parce que des fois c'est leur propre corps dans des situations, des familles, ils divorcent, ils sont pas bien, ils se sentent seuls, ils se rendent compte qu'au final ils vont y passer à cet accueil émotionnel, et c'est une fois que le dirigeant est sensibilisé à ça, il peut sensibiliser ses employés. Est-ce qu'il y a des derniers messages que tu voulais aussi proposer pour le monde après au cours de cette interview? Si j'ai un message à transmettre, c'est que la vie est un jeu. Vraiment, je le répète, mais et jouons, et qu'on mérite tous l'amour, la reconnaissance, mais ça va venir de soi. Arrêtons de chercher à l'extérieur des validations, de la reconnaissance, de l'amour, et allons chercher nos enfants intérieurs, justement, pour s'amener cet amour, et derrière, amener beaucoup plus d'amour au monde, à nos proches, à notre environnement, à des inconnus. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Et si on revient à toi, quel conseil la Virginie d'aujourd'hui pourrait donner à une Virginie de cet enfant qui était enfant ou adolescente? Et de cet enfant, cette adolescente, je lui dirais pareil, ose déjà aussi, fais les choses qui te plaisent, et puis il y a des gens qui vont te critiquer, qui seront pas contents, qui vont te jalouser, qui vont te dire des choses pas très cool, mais c'est pas grave, ça ne parle que d'eux. Joue, tente, expérimente, tombe, ça fait partie de la vie. Et repart. Et repart, c'est ça, voilà. Surtout. Ouais. Merci beaucoup Virginie. Merci à beaucoup toi. pour cet entretien. Avec grand plaisir. Très formateur et instructif pour beaucoup de personnes. Et merci beaucoup et de nous avoir écoutés, et à très bientôt pour une nouvelle interview.